nouveau numéro de votre émission 100% Bénin sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'idée est certainement partie d'une volonté de développer les localités concernées, mais elle ne manque pas de susciter des inquiétudes. Le projet Grand Nokoué, initié par le gouvernement du président Patrice Talon, puisque c'est de cela qu'il s'agit, continue de faire couler assez d'encre et de salive. Alors même que la convention cadre de partenariat État-commune à laquelle le gouvernement soumet les collectivités locales n'est pas encore une réalité, d'aucuns estiment déjà, à tort ou à raison, qu'elle ne fera que dresser le lit à une intrusion de l'État central dans la gouvernance locale. D'autres encore apprécient l'initiative du gouvernement comme une délégation de compétences à pas forcées qui impose aux communes de souscrire à des projets de développement auxquels ils n'ont pas été au préalable associés. Bref, la crainte de voir le gouvernement central se substituer aux collectivités locales est désormais agitée. Mais cette crainte est-elle légitime? La décentralisation serait-elle en train d'être vidée de sa substance au Bénin? Eh bien, nous allons faire le débat avec vous, professeur Simon Narcisse Tometi. Bonjour. Bonjour. Géographe territorialiste de développement. Je rappelle que vous avez été le modérateur et rapporteur général du Forum Bilan des 12 ans de décentralisation au Bénin. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Partagé. Également avec vous, Patrick Armand Pognon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Professeur Simon Narcisse Tometi, dans une réflexion que vous avez récemment publiée sur votre page Facebook et que vous avez intitulée « Mon droit de penser autrement la décentralisation », vous avez estimé que le gouvernement central actuel n'est pas décentraliseur. Selon vous, c'est un gouvernement central de substitution aux gouvernements locaux, ce sont vos mots. Qu'est-ce qui justifie chez vous une telle position ? Disons, c'est une position ancienne que j'ai actualisée et activée. Tout simplement parce que nous avons amorcé la décentralisation en 2002-2003 et on s'est rendu compte que le Bénin n'a pas voulu mettre en œuvre la décentralisation dans sa conception constitutionnelle. C'est important de dire que la décentralisation est une prescription de la Constitution du 11 décembre 1990. Deuxième vérité, c'est que le Bénin est un État unitaire, décentralisé. Donc il n'existe pas au Bénin ni un État central, ni un État local. C'est une erreur de langage. Troisième élément important, c'est que la Constitution du 11 décembre distingue un gouvernement central et des gouvernements locaux, avec une segmentation bien précise des compétences relevant tant du gouvernement central que des gouvernements locaux. Et à ce titre, la loi a demandé, comme c'est le gouvernement central qui mobilise les ressources du pays, de transférer et compétences et ressources permettant aux collectivités locales décentralisées de mettre en œuvre leur politique locale de développement. Ça veut dire que la loi reconnaît une politique nationale de développement portée par le gouvernement central et des politiques locales de développement appelées, par rapport aux dispositions de l'article 84 et suivant de la loi 97-029, appelées plan local de développement. Dans un pays qui se respecte, il n'y a d'État unitaire que dans le cas de la prise en compte des besoins exprimés par les collectivités territoriales décentralisées. Et il se trouve qu'après 14 ans de décentralisation, pour une troisième génération de plans de développement des communes, on n'a pas été capable dans ce pays, lorsqu'on veut élaborer des politiques au niveau national, de chercher à savoir quels sont les problèmes de chaque commune, en quels termes s'expriment les besoins, les demandes
de chacune des 77 communes. Vous l'avez dit, c'est 14 ans de processus de décentralisation. Oui. Mais pourquoi avoir indexé les gouvernants actuels particulièrement? Non, je viens. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que, au titre de la rupture, qu'on change avec cette mauvaise habitude consistant à ne pas prendre en compte les plans de développement des communes dans l'élaboration de la politique nationale. Voilà, nous avons un nouveau gouvernement avec un programme d'action du gouvernement, et je découvre que ce programme d'action du gouvernement n'a pas écouté les gouvernements locaux, les 77 gouvernements locaux, pour voir quels sont les besoins de ces collectivités territoriales à prendre en compte dans le cadre du PAG. Premier élément. Deuxième élément, c'est que les 6 et 7 octobre 2015, il y a eu dans ce pays le Forum national bilan des 12 ans de la décentralisation. Et le vendredi 7 octobre, nous étions au palais pour présenter au chef de l'État, Dr Yahi Boni, et l'ensemble de son gouvernement, le bilan issu de cette fertilisation croisée qui a mobilisé 300 compatriotes, 300 Béninois, venant de tous les ministères, les préfectures, les communes, de la société civile et les PTF. Donc, on a produit, je crois, 27 recommandations pour accélérer et approfondir la réforme de l'administration territoriale. Pour moi, dans le cadre d'un gouvernement de rupture pour un nouveau départ, il fallait valoriser ce produit issu de la fin du régime passé, qui a fait l'objet d'adoption en Conseil des ministres 3 jours après le forum. Ça veut dire quand même que les Béninois ne se sont pas retrouvés pour s'amuser. Mais même pour faire la relecture de la Constitution du 11 décembre, il y avait de la matière dans ces recommandations-là pour l'actualisation de notre Constitution. Ça n'a pas été pris en compte. Est-ce que tout ceci suffit pour dire que les gouvernants actuels ne sont pas des décentraliseurs? Non. C'est-à-dire quand vous regardez le modèle institutionnel actuel, ayons le courage de reconnaître une vérité. Il y a une forte présidentialisation des institutions au Bénin. C'est-à-dire que c'est la présidence de la République aujourd'hui qui a pratiquement le monopole des grandes décisions, y compris même des décisions qui concernent les collectivités territoriales. Sinon, comment peut-on admettre que dans un État unitaire décentralisé avec des compétences qui sont propres aux collectivités territoriales, on nous dise à la télé, au titre de ce regroupement des 5 communes pour former le Grand Nokoué. D'abord, ce Grand Nokoué, si on voulait faire les choses selon les normes, les 5 communes concernées devraient être d'abord liées par une convention de co-développement territorial. OK? Premier élément, je ne sais pas si une telle convention existe. Deuxième élément, puisque les activités qu'on veut développer ou les infrastructures qu'on veut réaliser au titre du Grand Nokoué relèvent de la compétence des communes qui est maître d'ouvrage de ces infrastructures. Ce sont les communes, ce n'est pas l'État. Donc, si on doit raisonner en termes de délégation de pouvoir ou de compétences, pour être précis, c'est aux communes de déléguer des compétences acquises de droit. Parce que la commune estimant peut-être, ou les communes estimant peut-être qu'elles n'ont pas les compétences techniques ou les ressources budgétaires pour réaliser ces infrastructures. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'État qui a conçu son affaire et maintenant invite les communes dans une démarche d'urgence à signer une convention, comme j'appelle une convention d'adhésion à ce que l'État a décidé au sommet. C'est-à-dire la nature des infrastructures qu'on veut réaliser, c'est des infrastructures pertinentes. Mais la question qui se pose en matière de territorialisation du développement, c'est-à-dire il ne suffit pas de venir poser dans un territoire des infrastructures. Ce qui fait la puissance publique, c'est la continuité du service public, son accessibilité sur la durée. Et dans la situation actuelle, est-ce qu'on a questionné la capacité des communes à pouvoir entretenir ce qu'on veut faire? On va y revenir, professeur. Et ça, c'est une faille du système actuel. On va y revenir dans cette émission, professeur. Coach Patrick Armand-Pouillon, est-ce que vous faites également la même lecture, le gouvernement central actuel qui se substitue aux gouvernements locaux? Est-ce que vous faites également cette lecture? Déjà, je voudrais saluer ce genre d'émission.
Parce que dans tout pays qui se développe, il y a ce genre d'émissions qui permettent aux experts de pouvoir développer des questions pour apporter des idées aux gouvernants. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je vais plus loin que le professeur Tometi, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays mérite qu'on s'y attarde. Je voudrais donner l'exemple même du cadre de la rencontre. Vous voyez, le chef de l'État avait un visage inquiet avant même que les gens ne parlent. Et on plante cette émission et on diffuse. C'est-à-dire qu'on diffuse à la face du monde que le chef de l'État a peur des maires, a peur de ce qu'ils vont dire. On diffuse à la face du monde que le chef de l'État contredit toute personne ne disant pas la même chose que lui. En quoi avez-vous su que le chef de l'État avait une certaine crainte? Oui, moi je suis communicant, donc j'ai vu le visage. Il était comme ça, il regardait. C'est-à-dire que c'était... Non, il fallait effacer cette image. Dans les pays développés, même si on pas erreur, une première fois, la communication du chef de l'État apparaît en même temps pour demander qu'on efface ça. C'était pas bon. Je vais continuer. Vous voyez, quand le chef de l'État prend la parole, il ne répond qu'aux deux maires qui ne sont que pas d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'en termes de communication, c'était une catastrophe. Je voudrais parler de ça avant de continuer sur le fond. Convention de quoi? La loi a prévu dans quel cadre les deux entités doivent collaborer. On n'a plus à signer une convention pour collaborer. C'est déjà clair dans la Constitution et dans la loi. Maintenant, le maire de Cotonou, très mal à l'aise, parce que voulant respecter le chef de l'État dans ce qu'il va dire, a dit des choses suffisamment claires pour montrer. Il a fait de la communication pour montrer à la face du monde que tous les plans de développement, toutes les études réalisées par la mairie sont mises de côté pour investir encore de l'argent, pour faire les mêmes études. Ça pose un problème. Et troisième chose, moi je crois fondamentalement que nous avons besoin dans ce pays de mettre la balle à terre. Parce que là où on va n'est pas bon. Je donne un exemple encore. Vous voyez, le chef de l'État, il y avait un maître de cérémonie qui était le ministre d'État. Mais il a sauté, il a bondi de sa chaise pour aller répondre aux gens sans que le maître de cérémonie ne l'invite à parler. Donc bref, si je reviens sur le fond, je pense fondamentalement que là, nous sommes encore dans une logique de non-respect des procédures et des tests prévus dans la République du Bénin dans le cadre de cette décentralisation. Alors, professeur Narcisse Tometi, vous avez même estimé que si de ces genres de situations perdurent, c'est-à-dire l'État central qui contrôle toujours certaines compétences qu'on devait leur attribuer, c'est parce qu'elles ont voulu. Ces mêmes maires même ont voulu que cela perdure parce qu'ils se contentent du fait accompli pour ne pas perdre l'estime d'un certain protecteur. Tout à fait. Donc, prenons le cas du régime passé. Vous savez, à un moment donné, 67 des 77 maires du Bénin ont dû faire allégeance au docteur Thomas Boniaï. D'abord, dans une stratégie de fidélisation de la clientèle électorale. Deuxième chose, pour ceux qui traînent des casseroles pour éviter donc des sanctions. C'est extrêmement grave. Et pourtant, quand vous comparez tous les exécutifs au Bénin ici, donc exécutifs au niveau central et exécutifs au niveau local, les communes sont les plus auditées au Bénin ici. 2 fois par an. Donc, a-t-on besoin, si on est vraiment porté à développer les 2 enjeux majeurs de la décentralisation, à savoir le renforcement de la démocratie au niveau local, donc la démocratie participative, le contrôle citoyen, la transformation de l'habitant en citoyen sujet de droit dans son milieu. Deuxième chose, si on veut utiliser la décentralisation comme stratégie d'éradication de la pauvreté, a-t-on besoin d'avoir tous les maires avec soi? C'est la mauvaise politique qui fait qu'on recherche toujours ce lien entre tous les maires et le président de la République. Tout comme on recherche que tous les députés soient avec le président de la République. Et en fin de compte, le contrôle parlementaire ne fonctionne pas, le contrôle administratif ne fonctionne pas, le contrôle financier fonctionne plus ou moins. Et quand on détecte des dysfonctionnements, on n'en fait rien du tout. Nous sommes dans un pays où nous devons rechercher encore le langage de la vérité. Parce que ce qu'on doit faire pour lutter contre la pauvreté, c'est là. Il n'y a plus rien à inventer. Il faudrait que nos ministres et le chef de l'État
acceptent d'admettre maintenant qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle les plans de décentralisation et de déconcentration. Mais pensez-vous que les maires disposent quand même d'un moyen donné pour se sortir de l'engrenage? Mais pourquoi pas? Nous avons une fédération nationale des maires, non, des communes, comment ça s'appelle? L'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Son rôle, c'est de défendre les territoires et de défendre aussi les exécutifs communaux et les conseils communaux, ainsi que le personnel des mairies. C'est son boulot. Mais il se trouve que, au niveau central, on veut toujours utiliser la décentralisation comme une stratégie de fidélisation de la clientèle électorale et les ministères préfèrent se substituer aux communes pour exécuter. Pendant très longtemps, et ça continue encore, on gère à la... Qu'est-ce que Dantokba a cherché dans le portefeuille d'un ministère en charge de la décentralisation? C'est parce qu'il y a de l'argent là, il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qu'on a encore à construire des modules de classe, des points d'eau à la place des mairies? Si tant est que ces mairies n'ont pas les ressources humaines qualifiées pour faire le boulot, après 14 ans, recrutons des jeunes ingénieurs, des jeunes techniciens supérieurs dans ces domaines-là et mettons-les à la disposition des communes. Et cette question de déficit de compétences est réglée. Maintenant, renforçons et territorialisons les corps de contrôle. Au lieu que les gens quittent Cotonou chaque fois pour se balader, pour dire qu'ils sont en train de contrôler, ayons dans chaque département un corps de contrôle qui s'occupe du contrôle territorial du développement. Alors, nous allons revenir à cette convention. Coach Patrick Aman-Pognon, cette convention que le gouvernement veut soumettre aux collectivités locales, j'ai comme l'impression que vous pensez, comme beaucoup d'autres, que cette convention veut dresser un lit à l'intrusion du gouvernement central dans la gouvernance locale. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt une position assez hâtive, puisque cette convention, on ne l'a pas encore vue, on ne connaît pas le contenu? Non, vous savez, moi je suis dans la communication politique. J'apprends aux gens à communiquer et je lis la communication. Vous voyez, le chef de l'État est pressé. On ne connaît pas encore la convention, mais on demande au maire de signer rapidement cette convention. Vous voyez, il y a déjà un empressement. Mais je voudrais dire ceci, nous sommes souvent en train de dire le gouvernement doit, mais à défaut que le gouvernement aille, il faut que les maires se renforcent en compétences, qu'ils se renforcent en capacité, non seulement de faire du lobbying, de négocier et autres. Je donne un exemple. Il y a des pays de la sous-région où le gouvernement a voulu faire la même chose, où les bailleurs de fonds ont dit « nous ne donnons plus les ressources si ce n'est pas adressé aux mairies ». Le président Soglo a arraché un financement que le Mexique devait donner au Bénin pour la lutte contre la pollution de l'environnement, que le gouvernement a voulu caporaliser, mais il s'est battu et le chef de l'État a été obligé d'affecter ses ressources à la mairie au risque que le bailleur refuse de financer. Donc il faut qu'il développe. Vous savez, non seulement il y a la NCB, mais en dehors de la NCB a un prolongement international. La NCB, il y a l'association des maires francophones. Il y a plein d'organes qui peuvent être utilisés pour mettre la pression sur les gouvernants. Parce que vous imaginez, c'était Mexico, la ville de Mexico qui donnait de l'argent pour la lutte contre l'environnement. Et donc le président Soglo, à l'époque maire, l'a rencontré à un colloque des maires et lui a dit, mais attends, toi mairie, tu donnes de l'argent à l'État. Pourquoi? Tu ne peux pas donner directement à la ville. Et le gars dit, mais comment? C'est la ville qui devait gérer. Il dit non. Donc, il faut... Aujourd'hui, la mairie de Cotonou doit discuter avec la Banque mondiale. Les tests le permettent. La mairie de Cotonou doit discuter avec le Fonds monétaire international. La mairie de... Vous voyez, si le quartier Jacques a une association de développement qui discute avec la Banque mondiale, qui discute avec la Boîte pour avoir des financements pour développer son quartier, ce n'est pas la mairie, entité territoriale, qui a toutes les ressources. Au fait, tout le territoire appartient à la mairie, pas à l'État central. Donc, ils n'ont qu'à se donner les expertises nécessaires pour traiter comme une entité territoriale reconnue par la Constitution, élue par le peuple de la ville et tout ça. Donc, il est important que nous, c'est-à-dire si nous allons attendre, et nous l'avons fait pendant 14 ans, que le gouvernement se décide à respecter la Constitution et les textes, nous allons attendre longtemps. Les mairies aussi doivent s'organiser
avoir un lobbying, une communication, une stratégie pour discuter avec le gouvernement et au-delà, avec les institutions internationales. Ils peuvent organiser une rencontre avec les partenaires techniques et financiers pour poser le problème, pour dire nous ne pouvons pas continuer à travailler avec des plans de développement qui sont contournés. Nous, on a prévu par exemple que l'eau passe de tel côté pour que ça puisse arranger tel quartier, mais le gouvernement veut construire les caniveaux dans tel autre quartier. Ça pose un problème de développement local. Et je pense que autant nous disons le gouvernement, il faut que les mairies cessent aussi de fonctionner comme des chefs quartiers, comme des chefs des sous-préfets et autres qui puissent s'organiser et comprendre, lire les tests et voir dans les tests comment eux-mêmes sont en mesure de lever la tête et de discuter avec le gouvernement. Alors, parlons toujours de cette convention que le gouvernement propose aux 5 communes du Grand Nokoué. Professeur, vous avez estimé, toujours sur votre page Facebook, qu'il s'agit d'une délégation de compétences à pas forcer, imposant aux communes de signer en urgence des contrats de délégation. Et pour vous, c'est une démarche inhabituelle dans un processus de décentralisation. Tout à fait. Vous savez, il y a un piège dans la démarche actuelle. Chaque réalisation a des coûts récurrents. C'est-à-dire, quand on finit de réaliser, il faut entretenir. La question qui se pose, est-ce que chacune de ces communes est en capacité de faire face aux charges de maintenance de ces infrastructures pour assurer la continuité de l'offre de services aux usagers? C'est ce qu'on appelle l'analyse des implications. Parce que cette convention doit donner lieu à des implications sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan social, même sur le plan technologique. On l'a vu avec les Chinois. Vous voyez le lycée technique agricole de Kassato. Personne n'a connaissance du plan de réalisation de ça. Moindre panne, on cherche, on ne trouve pas. C'est pareil le stade de Kounou, pareil le centre de conférence, comme on l'appelle, le palais de... des congrès. Il faut faire beaucoup attention parce que en matière de développement local, c'est un principe non négociable. C'est l'appropriation locale de tout ce qui se fait en termes de réflexion, en termes de méthode, en termes d'outils et en termes de gestion de ce qui est réalisé. Si dans ce qu'ils veulent signer en urgence là, on n'a pas une bonne visibilité sur l'analyse des implications, je dis attention, on va consommer beaucoup de milliards, réaliser des choses qui physiquement, oui, ça va embellir la ville, c'est beau, mais si on n'a pas un bon cœur pour gérer une bonne infrastructure ou une belle infrastructure, vous connaissez, vous allez voir, c'est un peu comme nos caniveaux, c'est devenu des dépotoirs de sachets, de déjections humaines, de ferraille, où on monte même les poteaux électriques, on coupe les fils, ça va être la même chose. C'est pourquoi la notion d'appropriation, ce n'est pas quand on a terminé de poser l'infrastructure qu'il faut penser la stratégie d'appropriation par les acteurs locaux de l'ouvrage. L'appropriation commence même à partir de l'idée de projet. Oui, et il se trouve maintenant qu'on est dans des logiques d'urgence, signées rapidement, dont les gens n'ont même pas le temps de mobiliser leur propre ingénieurs, économistes, juristes, pour fouiller dans tout ça, pour voir quelle est la faisabilité réelle après la réalisation, les coûts récurrents, comment on les supporte. Non, il y a des problèmes quand même de fond. Et cette logique d'urgence est due au fait que nous avons ce quinquennat, qui est un quinquennat avec un projet trop ambitieux. Et moi je dis, maintenant il faut que tout le monde se calme un peu pour que de façon raisonnable, on puisse se dire, ok, dans ce PAG-là, qu'est-ce qui est réellement faisable à pas maîtriser au titre des 4 années qui restent? Vous parlez de délégation de compétences à pas forcer, mais quand même, la loi sur la décentralisation permet aux communes de déléguer quand même leur pouvoir au gouvernement central. Non, aucun texte ne le dit de façon absolue. Et l'habitude, c'est que les communes peuvent déléguer des compétences à une intercommunalité ou au secteur privé ou aux organisations de la société civile remplissant les conditions. Mais je n'ai pas encore lu un texte disant qu'une collectivité territoriale décentralisée peut déléguer des compétences au gouvernement central. Donc, nous voulons apprendre de ce cas. C'est un cas de figure, quoi. Oui. Mais tout se fait à pas forcer.
Et j'ai des inquiétudes, je le dis en tant que citoyen, j'ai des inquiétudes. Alors, Coach Pognon, vous qui avez suivi de près cette rencontre qui s'est tenue à la présidence entre le chef de l'État et les maires du Grand Nokoué, c'est comme ça qu'on le désigne, est-ce que vous avez quelque part eu l'impression de ce que l'appel fait aux autorités locales par le gouvernement de signer la convention cadre constitue une délégation de compétences à pas forcer? Ah oui, c'est à pas forcer. Et même si la loi l'avait prévu, vous avez dit la mairie peut déléguer. Ce n'est pas le chef, le gouvernement demande et amène une convention et demande de signer. C'est la mairie qui doit dire je ne peux pas faire telle chose, l'État peut faire mieux que moi, je leur délègue. Donc c'est effectivement ça. Mais vous savez, il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Le chef de l'État a dit clairement, ne faites plus rien. Ne faites plus du tout des travaux dans les marchés. On dit à la mairie, ne faites plus ce que la loi vous demande de faire. Parce que le maire a dit, il y a des travaux cessants qu'on doit faire. Hein, des faux, la gestion des déchets. La gestion des déchets. Il dit, ne faites plus rien. Nous allons prendre. Non, mais il dit de faire des contrats de 3 mois, de 6 mois. Non, ça c'est pour ça, là, pour marcher, il a dit rien. Maintenant, pour ramasser des ordures, parce que la pluie menace, il dit, faites des contrats de 3 mois parce que nous allons prendre les choses en main. Mais c'est à pas forcer. C'est-à-dire que avant même la convention, le président est déjà dans la convention. Il est déjà en train d'exécuter la convention. Puisqu'il dit, dans 3 mois, nous allons prendre les choses en main. Donc, vous ne pouvez signer que des contrats. Vous vous imaginez, la mairie ne peut plus passer de contrats. La mairie ne peut plus avoir des prestataires. Le gouvernement va reprendre les prérogatives constitutionnelles de la mairie. Voilà la communication qu'on nous a présentée à la télé. Et c'est pour ça que je dis l'heure est grave. Et nous avons besoin, comme le professeur l'a dit, que tout le monde calme le jeu. Que le chef d'État calme le jeu. Que le gouvernement calme le jeu. Que les mairies aussi qui sont braquées calment le jeu. Et qu'on discute vraiment développement. Qu'on oublie les problèmes de personnes et qu'on parle développement du Bénin. Je crois que nous sommes arrivés à ce point. Alors, l'autre question qui se pose, professeur, c'est pourquoi le pouvoir central cherche-t-il à instaurer une convention cadre alors que la loi 97-029 portant sur l'organisation des communes encadre déjà suffisamment ce domaine? Donc vous savez, de tout le temps, il y a des velléités de substitution aux compétences des communes. Hein. Les ministères ne veulent pas lâcher les ressources. Maintenant, ce qui nous a été tout logiquement, on ne devrait même pas présenter devant les écrans de télévision tout ce qui a été dit concernant le Grand Nokoué. Honnêtement, c'est-à-dire, normalement, on devait travailler avec les communes. Et on s'entend sur un certain nombre de choses. Mais on a dit que le gouvernement ne communique pas, maintenant il communique. Dossier sur dossier. Et la commune mobilise ses experts. Voilà. Hein, et on décortique. Et on voit toutes les faisabilités. Et dès lors, les gouvernements locaux concernés et le gouvernement central se sont entendus sur quelque chose. Maintenant, pour la signature de la convention, ok, on invite les médias. Mais ce qui s'est passé là, c'est un peu comme si on invite les maires à venir consommer des ordres venant de l'autorité centrale. C'est pas bien. Ça laisse une très mauvaise impression. Ça veut dire qu'on n'a pas préparé cette affaire-là avec les communes. On a voulu leur imposer des choses. Vous avez vu, le ton était péremptoire, c'est de la prescription, c'est de la substitution aux compétences des communes. Et ça, c'est très gênant, très gênant. On n'a même pas besoin d'être territorialiste pour défendre cette position. Ça veut dire qu'en amont, on n'a pas travaillé avec les communes. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a des velléités de leur imposer des choses pour aller vite, mais nous savons que, bon, derrière tout ça, il y a toujours des enjeux de marché public, même si c'est des marchés publics de plusieurs dizaines ou centaines de milliards. Mais préparer ces marchés publics-là avec les communes, c'est aussi une façon de les habituer à la culture de la transparence. Mais chaque fois quand vous imposez les choses, mais c'est normal, les gens doivent être braqués, ils peuvent dire sûrement c'est à cause des intérêts inavoués que bon, on les manipule. Là, on est dans un jeu qui peut être interprété comme de la manipulation insidieuse, c'est dangereux. Parce que, non, la décentralisation est un processus apprenant. Il faut permettre aux collectivités locales
de commettre des erreurs et on les aide à les corriger. C'est comme ça qu'on construit un processus de décentralisation. Coach Oui, Pognon. il y avait une préoccupation sur on a dit le gouvernement communique pas ou communique mal et ils ont commencé par communiquer. Mais nous qui sommes à l'extérieur, nous savons ce qu'on dit aujourd'hui du Bénin. Nous communiquons mal et nous continuons. Nous avons empiré. C'est-à-dire qu'on a repris les méthodes de communication de Yahi Boni qui ont été déplorées par tout le monde, y compris ses collaborateurs. C'est-à-dire que c'est pas comme ça. Prendre des minutes de la télévision nationale, ça veut dire à la face du monde, pour passer une aussi mauvaise prestation en termes de communication, c'est quand même contre-productif. Absolument. Au fait, vous savez, on dit le gouvernement ne communiquait pas. Mais écoutez, pendant tout le temps, pendant la première année, les collaborateurs du gouvernement étaient sur toutes les chaînes. Le week-end, c'était pour eux. Il n'y avait pas de chaîne le week-end où ils n'étaient pas présents. Ils ont parlé de communication, mais dans la réalité, ils étaient partout. Maintenant, on dit, bon, comme on ne communique pas suffisamment, on va communiquer davantage. Résultat, on a pris d'assaut les chaînes publiques ou un journal de 30 minutes, 21 minutes, où on passe le chef de l'État sur 30 minutes, c'est même pas professionnel. C'est-à-dire qu'on est en train de dénaturer la communication du chef de l'État. Et moi, je pense que ce genre d'émission, ce n'est pas contre le chef de l'État, c'est pour le chef de l'État. Il faut qu'il comprenne que c'est pas bon comme ça. Coach Armand Pognon, vous êtes un communicateur, on va quand même pas faire le procès de la communication gouvernementale, mais vous estimez aussi que normalement, cette rencontre ne devait pas passer comme ça? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que ça me rappelle les situations Yahi Boni, où le président parle d'une manière bizarre et on diffuse ça à longueur de journée. C'est-à-dire qu'on doit protéger l'image du chef. On doit protéger. Vous allez, Emmanuel Macron vient de prendre une décision. Il va nommer des porte-paroles qui seront sur les émissions de télé tous les soirs afin que lui, il n'ait pas à parler. Il faut protéger le chef de l'État. Parce que, vous voyez, tout le monde était gêné dans cette émission. Le ministre d'État gêné. Même le conseiller spécial du chef de l'État, il était dans son coin tout petit. C'est-à-dire que qui a vu cette image et a trouvé que c'est bon pour le président et a décidé de passer ça à la télé? Moi, je ne suis pas en train de condamner les collaborateurs du chef de l'État. Je demande au chef de l'État de leur octroyer des formations. Parce que la communication du chef d'État, ça ne se fait pas comme ça. Il faut protéger le chef. On va évoluer dans ce débat. Parlons des projets que propose le pouvoir central. Vous ne semblez pas convaincu, professeur, que cela puisse produire d'impact sur le quotidien des administrés, parce que vous êtes convaincu de ce qu'il ne suffit pas d'ériger, de poser des infrastructures dans une localité, sur un territoire, pour que les conditions de vie des populations s'améliorent. Non, c'est un peu comme la définition qu'on donne de la puissance publique. Chez les institutionnalistes, on dit puissance publique se trouve ancrée dans la disponibilité, l'accessibilité de l'offre de services aux citoyens. Et on ajoute, il n'y a de puissance publique que dans la continuité de l'accès aux services publics. Ok. Vous connaissez l'histoire des points d'eau au Bénin, non? Tous les chiffres qu'on manipule là pour dire taux d'accès, c'est des chiffres maquillés. Et je m'explique. Parce que vous avez beaucoup de points d'eau qui sont tombés en panne depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est toujours comptabilisé comme des points d'eau fonctionnels. Alors que depuis, les populations sont retournées déjà à l'eau souillée, des marigots, etc., etc. Donc, mettre en place une infrastructure, ça ne suffit pas. Quelle est la capacité à pouvoir entretenir, maintenir en fonction, en bon état de fonctionnement, cette infrastructure pour garantir la continuité de l'accès de l'offre de service de ces infrastructures? Mais ça a un coût. C'est au moment du montage des projets qu'on calcule ces coûts récurrents-là de maintenance. Mais rien ne prouve qu'ils ne l'ont fait, professeur. Mais ils n'ont rien dit là-dessus. Ils n'ont rien dit là-dessus. Et pour le dire, c'est qu'on a fait des études avec la mairie. Non, une fois de plus, la méthode n'est pas bonne. La nature des infrastructures ne me pose pas de problème. La méthode n'est pas bonne pédagogiquement. Elle est mauvaise parce qu'il fallait penser avec les communes, voir d'abord quelles sont les études existantes au niveau de la commune. Est-ce qu'on peut actualiser ces études? Mais professeur, au-delà même de la commune, oui. Les femmes du marché, non, il faut aller leur poser la question. Les bénéficiaires refusent. Les bénéficiaires disent, on veut nous dégager pour nous amener dans une autre commune.
le temps de construire le marché, nous on n'est pas d'accord, mais vient à notre secours. Vous imaginez? La mairie est appelée au secours contre l'agression griffe du gouvernement central. C'est-à-dire que l'heure est grave. C'est-à-dire que le chef de l'État doit se dire, est-ce que c'est bon pour moi que les femmes du marché, pour lesquelles je construis un marché, soient en rébellion contre le marché que je veux leur donner? Mais vous avez raison, c'est pourquoi je vous dis, la faisabilité sociale, parfois, elle est plus importante que la faisabilité technique, financière et économique. Un dossier peut être techniquement facile à monter, parce qu'on a les technologies pour les réaliser, aucun problème. On a un bailleur de fonds pour financer, pas de problème. Mais est-ce que le peuple en veut? Et puis, après, quand on va construire ces marchés qui ne seront plus du standing des marchés ruraux, marchés modernes, mais c'est qu'il faut payer des taxes. Est-ce que le pouvoir d'achat des femmes au marché Tokba le permet de payer ces taxes-là? Et avec la permission du professeur, je voulais même dire les bailleurs de fonds même. Le chef d'État a dit, on a une partie des ressources. Le problème, c'est que cette convention est exigée par les bailleurs. C'est-à-dire que les bailleurs ne peuvent pas financer le fait qu'on se substitue aux communes. Il faut donc un document pour les rassurer. S'il y a un blocage du financement, disons-nous la vérité, le financement ne peut pas être mobilisé en l'État. Aucun bailleur n'acceptera de financer. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, la décentralisation est une exigence des bailleurs de fonds. Et donc, aucun bailleur n'acceptera de financer un projet qui prend les prérogatives des mairies. Donc, le gouvernement a besoin pour être efficace. Je répète, ces genre de démission, c'est pour aider le gouvernement à faire ce qu'il faut pour réussir le mandat. Parce que là, on est en train d'échouer dans le mandat. Aucun bailleur n'acceptera de financer un projet qui arrache les prérogatives des communes. Mais au-delà, un projet qui est rejeté par les bénéficiaires. Ça pose problème, effectivement. Alors, je reste avec vous, coach Armand Pouillon. D'aucuns estiment que derrière ces projets se cachent beaucoup plus des visées électoralistes. Et lorsque vous observez bien ces communes sélectionnées, vous rendez compte avec moi que ça compte évidemment, il s'agit d'énormes réservoirs électoraux. Ouida, Abomey-Calavi, Cotonou, Semepodi, Porto Novo. Est-ce que vous avez également l'impression que la décentralisation a pris une connotation beaucoup plus politique, et quand je parle de politique politicienne, ces derniers mois? Absolument. Ce n'est pas ces derniers mois. C'est-à-dire que depuis 14 ans, nous avons des problèmes à décoller en termes de décentralisation parce que la méthode gouvernementale est toujours à côté. Et ce que les autorités doivent comprendre, c'est quoi? Vous ne pouvez pas avoir des voix en construisant des infrastructures contre l'avis de la population qui doit voter pour vous. Le président Yahya Boni a payé les conséquences. Il faut que les gens tirent des leçons de ça. C'est vrai, depuis un certain temps, depuis toujours, on a constaté que lorsque le maire est un maire qui est d'accord avec le gouvernement, on collabore avec lui. Lorsque c'est un maire qui n'est pas d'accord avec le gouvernement, soit on s'arrange pour le destituer, soit on fait tout pour l'affaiblir et tout. On a vu ça, on continue de voir ça. Seulement, il faut que les gens comprennent que cette méthode a échoué. Le président Boni Yahi, en termes d'infrastructure, en termes de réalisation, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, on doit reconnaître qu'il a construit ce pays. Mais il n'a pas eu la popularité qui va avec parce que les méthodes ne sont pas bonnes. Et on reprend les mêmes méthodes, les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Professeur, la décentralisation, est-ce que vous avez aussi cette impression? Parce que nous avons constaté quand même des destitutions en cascade qui se sont suivies un peu ces derniers mois aussi. Est-ce que vous êtes d'avis de ceux-là qui pensent que décentralisation est devenue beaucoup plus politique que développement? Non, il y a une tendance lourde sur la décentralisation au Bénin. C'est qu'au niveau central, tous les régimes ont utilisé la décentralisation comme un objet de chantage. C'est-à-dire, normalement, la décentralisation, c'est pour l'égalité des chances des territoires. Qu'on soit de Tukutuna, de Segbana, ou de Grand Popo, ou d'Adjon, ou de Semepodi, on doit traiter de façon équitable tous les territoires pour que chacun se sente de la République et dans la République. C'est pourquoi nous sommes allés à la décentralisation. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut être bien avec le chef de l'État. Il faut être ami du chef de l'État. C'est une imbécilité institutionnelle. On n'a pas besoin, c'est-à-dire que si on s'en tient aux tests, on n'a pas besoin d'être ami d'un chef d'État.
C'est-à-dire, on est là pour construire chaque territoire de manière à ce que aucun habitant ne soit tenté d'être récupéré par Boko Haram ou je ne sais Mais quel... là, une mission d'audit est vite arrivée. La mission d'audit Non, n'a qu'à arriver. l'audit c'est même normal. L'audit recherche quoi? C'est la recherche de la conformité aux normes, de ce qui est prescrit. On ne devrait même pas avoir peur des audits. Mais on parle d'audit en fait. Nous venons de faire 21 ans d'audit. 21 ans de rapport d'audit. On a utilisé ces audits-là pour sanctionner qui? Ceux qui détournent les deniers publics. Les vrais prédateurs de deniers publics. Ce n'est pas dans les communes. Mais c'est au niveau du gouvernement, c'est au niveau du Parlement. Et les gens détournent les deniers publics, y compris les deniers relevant des compétences communales, s'en vont se réfugier au Parlement, sont dans l'impunité totale. C'est pourquoi moi, dans le cas de la révision, moi je dis, la seule avancée démontrant que nous aimons le peuple béninois, c'est de sauter cette histoire qu'on appelle l'immunité, qui est un système de protection des grands délinquants de la République. Il faut finir avec l'impunité des chefs. C'est en sanctionnant les chefs, en sautant les immunités, et ne rendre l'immunité valable que lorsque vous êtes en dehors du Bénin, que les élus locaux diront « Ah, quelque chose est en train de changer, il faut bien gérer. » Que le citoyen, dans son quartier, dira « Ah, si on sanctionne le chef, ça veut dire on peut me sanctionner si je me comporte mal. » Aujourd'hui, où est le modèle que nous allons suivre en matière de qualité de gouvernance? Aucun modèle n'existe au Bénin, il faut qu'on se dise la vérité. Donc pour moi, la rupture, le nouveau départ, c'est d'inventer ce modèle. Et puis, sur le fond du problème, Nous sommes à une minute de la fin. Oui, ce n'est pas changer physiquement le Bénin qui va changer le Béninois. Mais nous rêvons de quel type de Béninois d'ici à 25 ans? C'est parce que le Béninois aura changé que le Bénin sera changé. Mais nous en sommes très loin pour le moment. C'est ça. Et le coach est bien placé pour nous aider à nous changer. Ce sera votre mot de fin, professeur. Merci beaucoup. Coach Patrick Armand Pognon, si vous devez conclure cette émission. Je voudrais dire simplement au chef de l'État que nous avons beaucoup de respect pour lui. Nous sommes béninois et nous souhaitons que l'image que nous avons qu'on a de notre pays à l'extérieur soit une très bonne image. Il y a trop d'expertises dans ce pays qui sont délaissées et on est en train de faire une mauvaise image du pays. Je voudrais dire à l'attention des communes, c'est bien beau de critiquer le gouvernement, mais je voudrais qu'une seule commune de Bénin me dise qu'il a des experts qui l'aident à préparer des dossiers, à présenter des dossiers devant les institutions internationales. S'il y a trop d'audits, alors quittez les financements gouvernementaux et cherchez des financements avec les bailleurs qui, eux, font régulièrement 2 audits au moins par an et ne sont pas là pour chercher les poux dans les cheveux de quelqu'un. Il faut que nous puissions faire le développement sans nécessairement compter sur... Non, mais attention, mais les financements gouvernementaux, ce n'est pas une faveur. Non, mais c'est un droit des communes, transfert des compétences et des ressources. Il y a beaucoup d'autres types de Donc l'argent n'appartient pas au gouvernement central. Merci. Je voudrais bien donner des exemples. Merci. Par exemple, Ouida. À Ouida, nous pouvons aujourd'hui faire beaucoup de choses dans le cadre de la route des esclaves et autres qui peuvent rapporter de l'argent, c'est-à-dire même avec les banques et autres, il faut que les mairies s'organisent pour aller... Les Béninois, vous aurez compris. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Professeur Simon Narcisse Tobetti, géographe territorialiste de développement, et vous avez été modérateur et rapporteur général lors du forum bilan des 12 ans de la décentralisation au Bénin. Patrick Armand Pognon, coach en politique de développement et gestion de crise. Merci à vous d'être passé avec vos différentes opinions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi, une fois encore, d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.